C'est ainsi que chaque jour arrivent en ville des dizaines de jeunes qui viennent de la campagne, laissant derrière eux les contradictions d'un milieu marqué par les événements passés et trop pauvres à leur gré pour pouvoir même leur donner l'espérance d'une vie meilleure. Beaucoup de ces jeunes rencontrent N'Djamena pour la première fois. Presque tous devront vivre d'expédients. Accueillis par des parents éloignés dans des familles qui comptent parfois 20 personnes, dont seuls 2 ou 3 travaillent régulièrement. Construire une maison en banlieue n'est pas difficile. La boue est la seule matière première. On prépare les briques, on les laisse sécher et on monte les murs. Personne ne peut dire avec certitude si ces maisons seront capables de résister plus d'une saison. Voici une ville qui se développe à vue d'œil, où la promiscuité des habitations et le caractère précaire du travail de la plupart des gens empêchent même de recueillir les données nécessaires à établir une planification précise. Ici, la rapide évolution de l'exode des campagnes a saturé depuis longtemps déjà les ressources naturelles et les possibilités de travail dans une ville qui, par contre-coup, a déjà de graves problèmes d'urbanisme. Plus encore, ce n'est pas ça, c'est trop fort. Continuez. Revenons un moment au milieu de ceux qui ont quitté la campagne depuis peu pour rechercher ce qui les a poussés vers la ville et pour savoir comment ils l'ont connue et par qui. Nombreux sont les facteurs qui ont poussé les jeunes du village à abandonner leurs terres. L'un des plus importants est le besoin de s'évader d'un milieu culturellement et économiquement en crise, où l'on ne voit guère se réaliser le monde qu'on a pu imaginer à travers une instruction primaire peu adaptée, certes, à faire évoluer les tendances d'un milieu dont la vocation essentielle est l'agriculture. De nouveaux événements nationaux sont en train de changer rapidement la face d'un pays encore jeune. Mais il suffisait de suivre une leçon dans une école de campagne pour comprendre les contradictions qui existent entre une culture populaire et une école qui, naguère encore, était aliénée par le milieu. Maman achète une machine à laver pour 1120 nouveaux francs. Elle en paye la moitié comptant. Combien lui reste-t-il à payer ? Combien coûte 34 disques à 13 nouveaux francs l'un? Une agriculture rénovée, une terre qui peut encore se faire aimer, peut retenir les jeunes dans leur propre milieu, les empêchant de se déverser en ville et d'augmenter ainsi les problèmes de toujours. Ce que nous verrons ici, à Goundi, est un moment précis, un résultat, presque un symbole, d'autant plus important qu'il est définitivement détaché de ceux qui l'ont désiré. Mais il serait à peu près inutile, dans le cadre de ce document, de montrer ce qui a été réalisé de plus voyant, sans donner de termes d'appréciation et sans remonter à la phase la plus délicate de ce mode de développement, alors qu'il y a 6 ans encore, ici à Goundi, comme dans les villages voisins d'ailleurs, certains tabous s'opposaient sournoisement au développement de nouvelles valeurs.
Les tabous qui couvraient la maladie étaient tels que le groupe inclinait presque toujours à se résigner devant le mauvais sort. Un certain type de cristallisation dans les rapports socio-économiques, qui pouvait même bien être nécessaire par le passé, subit actuellement les contradictions d'un milieu totalement bouleversé. La maladie était donc acceptée passivement comme un signe mystique qu'il ne fallait pas contrecarrer. La divination fixait à qui appartenait l'esprit méchant qui avait pénétré dans le corps du malade. C'est dans cet ensemble que travaillait le premier dispensaire de Goundhi. Il s'agissait encore pour l'indigène de choisir une autre magie, la médecine du blanc. Le premier pas, et peut-être le plus important, contre l'attitude de peur passive de la maladie, se fit lorsqu'on demanda à la population de 22 villages de choisir une personne disposée à utiliser quelques médicaments de première nécessité. Presque tous désignèrent une femme mariée parce que, dirent-ils, elle connaissait la souffrance. Un cours d'hygiène et de premiers secours eut lieu à Goundhi. Pendant ce temps, les habitants de chaque village construisirent 22 petits dispensaires avec des briques en bout. Ces constructions ont été par la suite refaites en dur. Le cours terminé, cette infirmière travaillait une demi-journée. La communauté l'aidait ensuite dans le travail des champs. La pratique de l'hygiène et la distribution de quelques médicaments firent comprendre aux gens que la maladie pouvait être combattue et vaincue. Mais quand un malade ne pouvait être soigné dans le petit dispensaire de campagne, il devait rejoindre le centre de Goundhi. Souvent, il arrivait trop tard, avec des moyens de fortune, après avoir attendu durant des jours un char ou quelques missionnaires faisant son tour périodique dans les villages. C'est ainsi que naquit l'exigence de donner aux 22 dispensaires autant d'ambulances de campagne identiques à celles que nous sommes en train de voir. Si le malade mourait durant le voyage, il fallait tuer les bœufs, car selon la tradition du lieu, ils étaient considérés comme impurs. Ainsi, à un certain moment, personne ne voulait plus les louer pour tirer l'ambulance. Le dispensaire central surmonta aussi ce problème en fournissant à chaque village une paire de bœufs. Comme ils étaient également utilisés aux travaux agricoles pour le compte de tiers, on réussit à amortir largement cette dépense, tout en permettant aux malades d'être transportés dans de bien meilleures conditions et beaucoup plus rapidement. La construction du nouveau dispensaire de Goundhi a été rendue nécessaire par l'augmentation rapide du nombre des consultations. Ce pavillon, comme ceux qui seront construits par la suite, est réalisé économiquement à l'aide des techniques simples de semi-préfabrication. Le ciment fait partie des quelques matériaux introuvables sur place. La main-d'œuvre et la construction des briques représentent l'apport de la population. Le verger que nous voyons maintenant avec une grande ferme qui est en cours de construction à Mayo et où travailleront aussi à la demi-journée ces infirmiers est une réalisation qui servira à l'autofinancement d'un nouvel hôpital. Ainsi, palliant le prix et les difficultés de transport, cherche-t-on à produire à Goundhi même tout ce qui peut servir à un hôpital. Nous voyons maintenant un troupeau qui fournit entre autres, et toujours dans ce but, les excréments qui sont conservés pour être utilisés prochainement dans la production de biogaz dont l'installation est à l'étude. Cette aspiration à se suffire à soi-même non seulement consent à mieux utiliser les ressources de l'endroit, mais aussi à introduire dans le milieu des techniques et des valeurs nouvelles en contribuant concrètement à la diminution de certains coûts dont à la fin bénéficient les hospitalisés les plus pauvres.
c'est sur les malades aisés que pèse intégralement le coût des soins qui leur sont donnés. Pour chaque journée d'hôpital, ils payent 2000 francs CFA. Le paysan indigène ne paye par contre que 70 francs CFA par jour. Voici le nouveau pavillon de la maternité. Si nous pensons au premier dispensaire qui existait il y a 4 ans seulement, nous comprenons aisément que ces mères se rendent compte aujourd'hui de l'importance de l'assistance médicale dans la prévention des maladies infantiles. Cet hôpital est la réalisation la plus récente. Au-delà de son apparence architecturale, il est le témoignage d'une nouvelle réalité qui a été rendue possible par une série de ferments de base étroitement enchaînés. Les parents des malades provenant des villages lointains sont reçus dans ces huttes proches de l'hôpital. Ce service aussi est extrêmement important parce que le parent éloigné de la promiscuité peut se consacrer avec plus de tranquillité à l'assistance de son malade qui se retrouve, peut-être pour la première fois, dans un habitat qui lui est totalement étranger. Les infirmiers aussi sont formés ici à Goundi, où, durant la période d'instruction, ils logent par groupe de 4 dans ces petites maisons avec potager. Les 36 élèves en sont à la seconde année d'études. Ils passeront l'année prochaine au second cycle de 3 ans qui les portera à la parité avec le diplôme d'État. Nous les voyons maintenant durant un cours d'anatomie tenu par 2 étudiants rentrés pour les vacances de l'université italienne où ils en sont à leur 3e année de médecine. Gilbert et Charles sont le symbole d'une situation et un peu l'espérance de chacun. Les bourses qui leur ont permis de poursuivre leurs études ont été payées par la communauté du village. Quand ils auront obtenu leur diplôme, ils travailleront dans leur milieu. Nous comprenons qu'une série d'événements est en train de modifier le milieu humain, lequel, il y a quelques années encore seulement, était inerte et en voie de détérioration. Mais le problème est celui de faire évoluer et non de remplacer complètement les valeurs traditionnelles. Cela ne peut bien se faire que de l'intérieur, ainsi que l'ont démontré ces jeux de Goundi, groupés en une société appelée Communauté pour le Progrès, qui gère l'hôpital et les fermes-écoles Rakena que nous verrons maintenant. Nous sommes donc dans une ferme-école Rakena, ce qui signifie être ensemble. Là où, depuis toujours, seule régnait la forêt, la nécessité d'ouvrir de nouveaux espaces à l'agriculture nous fait assister à l'une des phases les plus délicates de l'intervention humaine dans ce secteur. Ces élèves apprennent à contrôler cette phase précise pour éviter qu'après un cycle de culture assez bref, le terrain ne soit abandonné à lui-même, complètement déboisé et appauvri, comme cela arrivait naguère.
Dans cette zone, les paysans ont pu utiliser la charrue il y a 5 ans seulement. Ici, la charrue représente une importante conquête de la technique qui raccorde en outre les méthodes archaïques de travail aux systèmes plus modernes qui seront introduits dans un proche avenir. On peut comprendre en voyant ces semeurs que ce monde est encore profondément à la mesure de l'homme et que la valeur du geste de ces femmes est quelque chose de plus qu'un simple travail. Le fait de semer droit le long du cordeau facilitera ensuite beaucoup d'autres travaux, en particulier le sarclage. En général, on est en train d'assister à une décharge de fatigue pour la femme, car par exemple, le sarclage ainsi fait lui évite les longues et fatigantes journées du piochage. Un peu de loisir donne à la femme la tranquillité qui lui permet finalement de s'ouvrir à elle-même et à de nouvelles expériences. Devant ce groupe de paysans de la Rakena, aidés dans leur alphabétisation par 2 jeunes du lieu qui étudient N'Djamena, il nous vient à l'esprit que les véritables pas en avant du progrès se font assis quand on peut discuter et réfléchir sur les problèmes de la communauté. Toujours sur le thème d'une alphabétisation fonctionnelle, nous voyons ces petits écoliers provenant de 22 villages. Durant la période d'études, ils sont hébergés par groupes de 4 dans les jeunes familles d'agriculteurs qui, sortis depuis peu des fermes-écoles Rakena, ont formé des coopératives agricoles. Ici, les enfants trouvent un milieu plus proche de leur avenir que de leur passé. Nous sommes dans les fermes-écoles Rakena pour voir les résultats qui ont été obtenus. La vente de ces produits agricoles donnera la possibilité aux jeunes qui ont travaillé avec les instruments mis à leur disposition par la communauté pour le progrès d'avoir des fonds leur permettant de former de nouvelles coopératives complètement autogérées sur la base de nouveaux critères de respect pour l'environnement, puisque, en particulier, les engrais biologiques reconstitueront l'équilibre ébranlé par les nouveaux systèmes d'exploitation de la terre. Ce sera donc cette terre qui redonnera confiance à des milliers de jeunes qui sont vraiment en train d'apprendre à l'aimer dans ces villages essentiellement agricoles. Voici le représentant d'une coopérative en train de discuter avec un urbaniste tchadien sur la manière de disloquer un groupe d'habitation logeant 8 familles par rapport au terrain depuis peu bonifié. Mais Goundi, en peu de temps, est devenu un nouveau pôle d'attraction. Les organismes compétents du gouvernement sont en train d'étudier la possibilité de multiplier les systèmes du milieu en une opération de décentralisation qui satisferait d'autres territoires ayant la même vocation. En évitant la saturation des ressources naturelles dans ces lieux très prometteurs aujourd'hui également, on aura la garantie d'une existence future à bas prix écologique et social. Ce point de vente est géré par les paysans de la coopérative que nous venons de voir. Voici donc un autre des témoignages qui montre que ces hommes nouveaux sont véritablement en train de construire de leurs propres mains ce moment de profonde innovation dans la responsabilité de faire les choix
qui conditionneront les générations futures.